Je vais vous parler donc de curiosité, les 3 quarts de la conférence, opportunity le premier quart. Je m'excuse, cette image qui est carrée à l'écran ne devrait pas être carrée. Mais une incompatibilité entre mon ordinateur et cet engin que des hommes de l'art dans la salle n'ont pas su rectifier. Donc vous aurez tout écrasé comme ça. Taillé comme ça. Donc, on sait depuis 71-72 à peu près, la mission Mariner 9, les vieux s'en rappellent, que de l'eau a coulé sur Mars avec des petites rivières, qui font des grandes rivières. Donc, ça, on le sait depuis longtemps. Il n'y a plus que les journalistes qui se posent la question, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars, vous en êtes sûr? Alors, on veut savoir si cette eau liquide qui a coulé, plein de rivières, a pu permettre, voire a permis, l'existence d'une chimie prébiotique, c'est-à-dire la fabrication de grosses molécules, voire, pourquoi pas, entraîner le développement d'une vie ancienne et primitive. C'est la question pour laquelle les Américains envoient des robots assez régulièrement sur Mars. Est-ce que Mars était viable? Est-ce que de la chimie prébiotique s'est faite? Et on pourrait rêver, est-ce que de la vie aurait pu y naître? Alors, avertissement et questions, je peux parler de conférences, mais je ne vous laisse pas le choix parce que les instances dirigeantes ont dit que je ferai le 2. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc on va faire opportunity et curiosity, mais on ne fera pas les instruments, comment marche le détecteur. Si jamais on a le temps, mais on n'aura certainement pas le temps. Donc opportunity, c'est le deuxième robot mobile qui s'est posé en 2004, ça fait 10 ans, son collègue Spirit. Alors Spirit s'est complètement planté, il voulait voir s'il y avait eu quelles étaient les conditions de viabilité entre guillemets à l'époque. Ils se sont choisis de se poser dans un ancien lac. Ils se sont complètement plantés, ils se sont posés dans des terrains volcaniques. Alors c'est très intéressant sur le volcanisme d'un système solaire, mais pour ce qui est trouvé des sédiments qui permettent de reconstituer le paléo-environnement, Spirit, c'est nul. Par contre, Opportunity, qui s'est posé au même moment, en janvier 2004, s'est posé dans une plaine plate, et les études spectrales depuis l'espace montraient qu'il y avait beaucoup, on va dire, de rouille, entre guillemets, là-dedans, de fer bien oxydé, plus qu'ailleurs. Et s'il y a de la terre bien oxydée, c'est qu'il devait y avoir de l'eau liquide, ça on le sait depuis longtemps, mais suffisamment, et peut-être on allait pouvoir reconstituer l'ancien environnement dans lequel cette eau a coulé. Par exemple, savoir si elle était chaude, froide, acide, pas acide, etc. Alors, la ellipse de confiance, Opportunity devait se poser, avec 95 chances sur 100 de se poser dans cette ellipse blanche. Ça a bien marché, puisqu'il s'est posé dans l'ellipse blanche, il s'est posé là. Alors voilà tout ce qu'il a fait depuis 10 ans. Je vous rappelle qu'il était garanti 3 mois 600 mètres. Et il roule depuis 10 ans, il a fait 38 km. Et donc il s'est posé par là, et actuellement, il est un peu en stand-by actuellement parce que c'est l'hiver. Il marche avec des panneaux solaires. Et l'hiver, le soleil n'est pas sur l'horizon. Donc il a très peu de puissance, il fait quelques mètres, mais il attend la fin de l'hiver pour repartir vers de nouvelles aventures. Sur ce, il va bientôt, un jour ou l'autre, mourir. Un garanti 3 mois, il marche au bout de 10 ans. C'est l'inverse à peu près des frigidaires qui sont garantis. Ils sont garantis 2 ans et qui ne tomberont pas au bout de 2 ans, un jour. Donc voilà tout le trajet qu'il a fait, et il est actuellement dans ce très grand cratère. Alors tout à fait par hasard, il est tombé dans un tout petit cratère. Il fait une vingtaine de mètres de diamètre. Ça c'est le socle où il y a tous les rétrofusées d'atterrissage et tout ça. Il est resté là-dedans 2-3 mois, et il fait 1,50 m de profondeur, 1,50 à 2 mètres de profondeur. Il est resté là-dedans 1 mois ou 2. Il a bien étudié les affleurements, et après il est parti. On a eu de la chance, parce que regardez, dans le coin, c'est des dunes de sable. On n'aurait eu que ça, on aurait été un peu embêté. Mais là, dans le cratère, on a sur à peu près 20% de la circonférence du cratère des affleurements que nous allons étudier. Alors voilà, il est au milieu de son cratère, avec son zoom, il regarde. On voit une petite falaise qui est pas haut, 75 cm de haut, enfin quand même c'est des roches. C'est des roches stratifiées, c'est la première fois qu'on voit des roches stratifiées sur Mars, on est en 2004, rappelez-vous. Et alors le géologue qui voit des strates, il pense couche, c'est synonyme, mais couche probablement de sédiments. Mais ça pourrait être également des couches de cendres volcaniques et tout ça, c'est quel cas à l'autre robot dont je ne parlerai pas. Et puis si c'est des sédiments, ça peut être des sédiments éoliens, dans le désert aussi il y a des couches de sable. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est les conditions dans l'eau. Alors il faut s'approcher pour savoir si ces couches, c'est des sédiments éoliens, des cendres volcaniques, ou des sédiments déposés sous l'eau. Alors on s'approche, c'est pas difficile de s'approcher, il est à 7-8 mètres à le bord du cratère, et on fait des gros plans sur les cailloux, donc là vous avez l'échelle, et vous avez des choses très grandes, des millions de petites boules dans le sol et dans les rochers. Alors on va d'abord regarder là 1 et ensuite là 2.
Alors regardez, c'est dans le sol, là-haut, des milliers de petites boules. Alors, elles devraient être rondes, elles sont un petit peu ovales à cause de... Des petites boules de quelques millimètres de diamètre. Les Américains tout de suite appellent ça blueberries et myrtilles. Qu'est-ce que c'est que ces myrtilles? Alors, il y en a également dans la roche. Là, vous avez la roche, les couches de la roche. Elles sont horizontales, mais le robot prenait ça bien. Et vous avez enchâssé dans la roche cette myrtille. Alors d'abord, de quoi sont-elles faites, ces myrtilles? Alors, nos robots peuvent analyser celui-là que des choses sur un secteur de 5 cm de diamètre. Et il peut analyser que, assez grossièrement, il a deux techniques de mesure. Il analyse en gros tous les éléments chimiques qu'il y a. Il faut dire qu'il y a tant de pourcents de silicium, tant de pourcents de magnésium, etc. Il ne connaît pas quels minéraux. Par exemple, il pourrait dire, je ne sais pas, s'il voit le carbone, il dirait il y a du carbone, mais il ne saurait pas s'il y a du graphite ou du diamant. Il ne ferait pas la différence entre la plaque de votre grand-mère et une mine de crayon. Et il peut également identifier les différents minéraux, mais que quand ils contiennent du fer. C'est des techniques analytiques. Alors, pour analyser ces petites boules qui font moins de 5 mm de diamètre, comment faire? Puisqu'il analyse une moyenne de 5 cm. Eh bien, les Américains l'ont fait analyser ce rocher. Il a posé son détecteur à un endroit là où il y avait 0 petites boules. À un endroit où il y avait beaucoup de petites boules, ici on voit une différence, et bien ça sera deux petites boules. Et on s'aperçoit en faisant comme ça que les petites boules sont en oxyde de fer, la variété d'oxyde de fer qu'on appelle l'hématite. Donc on a des petites boules d'hématite. Alors, le raisonnement du géologue, à chaque fois qu'il voit quelque chose sur une planète, plutôt que chercher une hypothèse farfelue, c'est la théorie du complot, la CIA nous cache tout, etc., on va dire que ces petites boules, c'est des roulements à billes, d'extraterrestres, etc. Mais on peut se demander si sur Terre, on ne connaît pas des petites boules d'oxyde de fer naturelles, sans faire appel aux extraterrestres. Eh bien, on en connaît plein. Je suis auvergnat, donc on est en Limagne. Vous avez des argiles qui datent d'à peu près 30 millions d'années. Et dans ces argiles, vous verrez très souvent mon couteau qui donne l'échelle, couteau suisse normal. Dans cette argile de 30 millions d'années, vous avez plein de petites boules d'oxyde de fer. Alors, celles-là, elles ont 30 millions d'années. Mais on en connaît pas en Auvergne qui se font au jour d'aujourd'hui. Ça se fait dans les sols. Alors ici, c'est sous un sol tropical en Guadeloupe, mais ça peut se faire dans la taïga. Dans un sol, quand vous avez une nappe phréatique qui monte et qui descend, en fonction des saisons par exemple, le fer passe son temps à se dissoudre, à reprécipiter, à se dissoudre, à se reprécipiter, et ça fait des petites boules qui naissent in situ dans la terre, on va dire. Donc on a envie de dire, ces petites boules sont nées in situ dans la terre. C'est pas, par exemple, des graviers qui ont été roulés par un bloc qui seraient arrondis parce qu'elles ont été roulées, ça arrive souvent. Alors en cherchant bien, on a la preuve, vous avez plein de petites boules rondes, et regardez là, vous en avez 3 qui se touchent, et non seulement elles se touchent, elles s'interpénètrent. D'abord, si c'était des petits galets qui ont été roulés par ce machin-là, aurait été cassé. Et si ces petites boules avaient poussé librement, en poussant, elles seraient repoussées. Mais là, si elles sont interpénétrées, c'est qu'il y en a une qui a grossi à partir d'ici, une là, puis quand elles ont grossi, elles sont rencontrées dans la voisine, mais comme c'était dans la terre, elles ne pouvaient pas bouger. Donc, là, vous avez la preuve d'une formation d'une petite boule in situ dans quelque chose d'assez dur pour empêcher les petites boules de bouger. Donc, vous voyez le raisonnement du géologue. Pour faire de la géologie martienne, il faut d'abord être très bon géologue terrestre. Enfin, très bon, j'exagère les filles. Je ne sais pas s'il y a des profs de SVT dans la salle. Faites aimer la géologie à vos élèves. Alors, toujours dans notre cratère, on voit des couches. Alors, on voit des gros plans. Et regardez les couches. En règle générale, elles sont inclinées, mais je me rappelle, elles sont horizontales, mais comme ça. Et dans le détail, vous avez des couches. C'est un peu tordu. Ici, alors c'est pour ça que la NASA a souligné les couches, les grandes couches en bleu. Et à l'intérieur de coupe, vous avez des petits machins comme ça, vous voyez, qui font comme des espèces de S étirées. On appelle ça des couches sigmoïdes. Alors on connaît ça sur Terre. Ils ont beaucoup de temps. Regardez ça, alors là, pour que vous voyez bien, j'ai mis à côté, j'ai retracé la forme des couches terrestres, et j'ai mis à côté les couches martiennes. C'est la même chose. Et à quoi c'est dû ce truc-là? C'est qui se passe quand vous avez du sable qui est déposé par des eaux courantes, et même géologue vous dire que les eaux, les deux sens pas dans ce sens-là. Donc c'est un ancien sable terrestre, martien, qui s'est déposé avec de l'eau courante qui allait, dans ce cas-là, de la gauche à la droite. Alors un autre angle, toujours dans le cratère, là les couches sont bien horizontales, le robot est bien stable, bien devant, donc une petite falaise qui doit faire, je crois, 30 cm de haut, et on voit dans la falaise comme des coups de couteau. Imaginez une motte de beurre verticale, vous allez sur le marché, une grosse motte de beurre verticale, et avec un couteau, vous donnez des coups de couteau, la lame étant horizontale. Ça fait des espèces de trucs qui se rentrent dedans.
qui rentre dans la motte de beurre, on va regarder bien en détail, vous voyez, ces coups qui ont été donnés. Là, je n'ai pas mis la taille, mais ça fait quelques millimètres. Et ça encore, les géologues, est-ce qu'ils connaissent ça? Oui. S'il y avait une roche, par exemple de l'argile, et puis que dans cette argile salée, il y a des sels qui cristallisent, et des sels qui ont des cristaux qui forment des espèces de losanges, c'est des sulfates de calcium. En grossissant dans la boue, il prend la place de la boue, et puis ensuite, s'il pleut, il va être dissoute, mais il va rester le trou. C'est ce que les géologues appellent des pseudomorphoses. Alors je vous montre l'équivalent terrestre, une ancienne boue, maintenant c'est de la roche, et les cristaux de gypse qui se sont développés dedans. C'est du sulfate de calcium. Alors là, je ne sais pas si c'est du sulfate de calcium, le robot ne peut pas analyser les minéraux qui ne contiennent pas de fer. Il n'y a pas de fer, donc du sulfate de calcium. Mais ça en a la forme, et s'il plaque son analyseur là-dessus, il voit qu'il y a du calcium et du soufre. Pas que ça, il y a du calcium et du soufre. Mais l'œil du géologue, il voit ça, c'est du sulfate de calcium. Donc, or, où est-ce que ça se dépose, du sulfate de calcium ou autre? Dans des milieux de ce genre-là, au flamand rose près. C'est à peu près comme ça que la sac devait ressembler le paysage, des flaques d'eau, des petits ruisseaux qui coulent. Ça, c'est le désert d'Atacama, le pays où il y a les observatoires, les mieux du monde. Allez-y, non pas pour l'observatoire, c'est toujours pareil, l'observatoire, vous avez une espèce de miroir tordu, et puis voilà. Alors que les paysages, qu'est-ce que c'est beau. Alors, la chimie globale montre que la roche contient plein de choses, dont du soufre et du calcium. Le seul minéral identifié par la spectromosmolaire, qui ne peut identifier que les minéraux contenant du fer, c'est la jarosite, dont j'ai écrit la formule ici et que je me dispense de lire. Cette jarosite, c'est un minéral qui est rare sur Terre et qui est stable uniquement en pH acide, inférieur à 2. Par exemple, la première fois que c'est identifié sur Terre, au 19e siècle, c'était dans des bassins de rétention et d'épandage de mines de sulfure. Ça veut dire que dans notre roche, dans notre machin là, il y a du gypse probablement, mais il y a aussi de la jarosite, que je suis incapable de reconnaître à l'œil nu, surtout qu'elle peut être probablement microscopique là-dedans, qui indique que tout ça, ça précipité en milieu acide, et bien acide. Alors, on va regarder par-dessus. Il suffit de regarder un peu le cratère, vous avez cette espèce de dalle, et si vous regardez ces dalles, voilà ce que vous voyez. Ça, c'est un morceau de la roche du robot. Avouez que ça ressemble. Ça, c'est sur Mars, et ça, c'est une espèce de bassin d'épandage de carrière qui s'assèche. C'est des formes de rétraction, c'est sûr que c'est de la rétraction. Et sur Terre, 99% des formes de rétraction se fait par assèchement. Sur Mars, j'ai mis 2 points d'interrogation parce que j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la surface a réduit de surface, donc ça fait ce réseau de craquelures plus ou moins hexagonal. Si je résume tout ce qu'a vu dans son petit cratère, la roche ressemble chimiquement et minéralogiquement à des roches chimico-clastiques, les géologues apprécieront, c'est des grès, des argiles, avec des éporites, gypse, jarosite, riches en fer, calcium, magnésium. Les restes spectrales de l'argile n'ont pas été détectés à cet endroit-là depuis l'espace. Mais chimiquement, ça ressemble. Ces roches chimico-clastiques avec des formes de sédimentaires, que je vous ai mis, indiquent de l'eau liquide, évaporite, c'est de l'eau liquide qui s'évapore, jarosite, de l'eau liquide acide. Et l'existence est aussi montrée par la géométrie des strates et suggérée par les formes de rétraction qui sont peut-être de la dessiccation. Alors, ça c'est pas mauvais pour la vie, parce que des milieux acides, il y a des tas de bactéries qui vivent très bien dans les milieux acides. Par contre, c'est mauvais pour l'origine de la vie. Si on veut prendre des acides aminés, des choses comme ça, les attacher pour faire les grosses molécules, l'étape avant la cellule, ça ne se fait pas en milieu acide. Une fois que la vie est née, elle sait s'adapter. Enfin, sur Terre, elle a su. Mais chimiquement, dans tous les tubes à essai que vous pouvez, en milieu acide, vous ne ferez jamais de protéines. Même si vous avez des acides aminés tout faits, vous ne les faites pas. Et pour faire des acides aminés à l'aide de molécules plus petites, là également, le milieu acide, c'est très mauvais. Donc là, eau, oui, viable, oui pour des bactéries particulières, si on était sur Terre. Pour passer à l'étape, passer des molécules à la vie, c'est pas bon ça. Alors, on était dans le petit cratère, Beagle, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il devrait quasiment tomber en panne, ça fait 2 mois et demi qu'il est là-dedans, il fait garder 3 mois, mais il marche encore. Alors il dit, bon, on va aller voir plus loin. Alors plus loin, les couches sont à plat. On pourrait monter pour voir ce qu'il y a au-dessus, mais au-dessus il n'y a rien. Donc la seule solution, c'est descendre pour voir ce qu'il y a au-dessous. Et comment descendre pour voir ce qu'il y a au-dessous sur une planète?
Là, on va voir s'il y a des cratères de météorites. Il y en a un justement là. Ce cratère fait 200 mètres de diamètre, 20 mètres de profondeur. Au lieu d'avoir une coupe sur 75 cm, on aura une coupe sur peut-être 10 mètres de profondeur. Donc, on va voir ce cratère. Le problème, c'est qu'il est à 600 mètres. On va sans doute tomber en panne en y allant, mais tant pis. Alors, on part, et sur le chemin, on voit des choses très bizarres. Par exemple, ces dépressions alignées. Et, comme si Dieu, avec une mitraillette, avait tiré. Dieu ne tire pas la mitraillette sur Mars. Et Dieu aime la paix. Regardez tous les gens qui se réclament de Dieu, qui font la paix tous les jours. Depuis 2000 ans, tout le monde fait la paix au nom de Dieu. Voilà donc ces espèces de structures allongées. Je suis très mécréant. Ces structures allongées. Alors j'insiste pas, mais à quoi c'est dû ce truc-là? Eh bien, quand vous avez des fentes ouvertes, quelle que soit l'origine de la fente ouverte dans le sol, et si vous recouvrez de sable ou de cendres volcaniques, eh bien, cendre, du sable, là c'est du sable amené par le vent, a tendance à descendre dans la fente ouverte. Et alors ici, c'est des cendres volcaniques en Islande, là c'est du sable sur Mars. Probablement qu'il y a là-dessous des fentes ouvertes, et puis le sable a tendance à y descendre, et ça fait ces structures. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui ça? Ça c'est le cratère Eagle, regardez, on voit Opportunity, hein, c'est une vue d'espace, avec les caméras de MRO, ça fait 20 mètres de diamètre. On voit le socle d'Opportunity, il est parti par là, et vous voyez tous ces trucs bizarres, des fois c'est tout droit, ça fait penser à des fentes, mais des fois c'est flexueux. Et on peut fantasmer sur qu'est-ce que l'origine de ces effondrements qui ont soutiré le sable. Alors comme tu ne donnes qu'une heure et demie, j'ai pas le temps de discuter. On fait nos 600 mètres, et on arrive dans un grand cratère qui fait 200 mètres de diamètre et 15 mètres de profondeur. C'est déjà bien mieux. Alors, c'est toujours les mêmes roches partout. On fait le tour du cratère, on descend. Et là, c'est ce que j'appelle l'orgasme géologique. Des couches, mais des couches. Alors, il est resté longtemps dans son cratère. Alors là, c'est un côté ou un autre endroit. Si vous regardez les couches, vous voyez des couches, mettons une fois tous les 10 cm, vous avez des couches, ça top. Et si vous regardez en détail, vous voyez un laminage plus fin à l'intérieur. Il y a deux ordres, deux échelles de strates. Et il y a toujours le même nombre de strates fines entre deux grosses strates. Et ça, on connaît ça sur Terre, c'est l'astronomie qui fait ça quand vous avez des choses comme Milankovitch et tout ça. J'espère que vous êtes tous des astronomes, donc vous savez ce que c'est que Milankovitch. C'est les variations orbitales pour Milankovitch de l'orbite de la Terre. Là, c'est l'orbite de Mars. Et tout ça, ça sent les variations de paramètres orbitaux. On serait sur Terre, je dirais qu'il y a a priori 23 000 ans entre deux petites couches rapprochées sur Terre et 400 000 ans entre deux qui seraient là. Mais on est sur Mars. Mais voilà le principe du raisonnement. Et là, pour le géologue, je ne sais pas si c'est des géologues de Redstone, mais regardez cette discordance avec les couches horizontales ici et inclinées par là, là également le géologue. Bon, mais sur ce, on n'a pas découvert grand-chose de plus. Ce qu'on voyait sur 75 cm se voit sur 5 mètres d'épaisseur. Mais c'est toujours la même chose. Toujours du gypse, toujours de la jarosite, etc. Alors on sort de notre trou, sur le mouvement. Où est-ce qu'on va maintenant? Il faut aller voir plus profond. Ben, plus profond, il faut aller voir un cratère encore plus grand. Mais le problème, c'est qu'il est loin. Vous voyez, ça fait 2 km. Donc, il y va, après avoir fait 6 km. Alors, il est arrivé des aventures. Regardez, par exemple, chaque point, c'est un jour où il s'arrête. Regardez, il fait quasiment 300 mètres par jour. Il va vite. Et alors là, regardez comme il ralentit. Il s'est enlisé dans une dune, il est resté 1 mois et demi. Alors après, il roule prudemment. Alors les points sont très rapprochés. Là, ils ont vraiment tenté le diable. Ils ont réussi à le faire sortir, avec personne pour le mettre dessous ce qu'on fait quand on est enlisé sur Terre. Alors voilà, dans le paysage, donc, il a fait à peu près 6 km. Hein, donc des dunes. Alors ça passait très bien, puis là, il est arrivé à un moment, c'est passé là, de l'une plus haute que les autres. Et ici enlisé, il est resté 1 mois et demi. Si j'avais 2 heures et demie, je vous aurais raconté l'enlisement et tout ça. Alors en passant, on a fait quand même de la géologie, fait plein de choses. Et on va voir des résultats qu'il a obtenus dans ce coin-là, qui est quelque part entre les deux cratères. On voit toujours ces fentes de rétraction. À l'époque, je disais encore fente de dessiccation, maintenant je ne le dis quasiment plus, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et on va regarder des détails. Alors regardez ce détail, là vous avez des fentes, qui ressemblent vraiment à des fentes de dessiccation. Mais
Les couches, on les voit là, les couches. Vous voyez, si c'était ces couches qui s'étaient asséchées au moment du dépôt, ben les fentes ne seraient pas déposées comme ça. Là, les fentes, elles sont sur la surface. Les couches sont horizontales, c'est recoupé par une surface cambienne, c'est de l'érosion, essentiellement de l'érosion éolienne sur Mars. Et c'est cette surface récente qui a des fentes de dessiccation. Une analogie, ça c'est des fentes de dessiccation qui sont faites sur Terre au moment où la couche est déposée. Il y a 250 millions d'années, ça a été recouvert par 3000 mètres de roche en l'occurrence à ce moment-là, puis l'érosion les a enlevés comme par hasard, c'est pas par hasard, c'est juste, on fait la photo à ce moment-là parce qu'on connaît le coin, on retrouve ces formes de dessiccation mais qui sont liées à une couche. C'est le fond d'un lac qui s'est asséché il y a 250 millions d'années. Là c'est en Auvergne, regardez, vous avez plein de formes de dessiccation, mais là on ne le voit pas, mais les couches sont horizontales, les couches bien horizontales, et ces formes de dessiccation sont sur la surface. Elles datent de comme du dernier orage. Il y a eu un gros orage, ça mouillait l'argile en surface, ça s'est desséché. Ça voudrait dire sur Mars que ces formes de dessiccation, si c'est des formes de dessiccation, sont très jeunes. Qu'il a plu il y a quelques millions, quelques dizaines de millions d'années. Ça c'est dur à avaler. Que la pression de Mars étant ce qu'elle est, 6 hectopascales, si vous mettez de l'eau liquide à la surface de Mars, elle s'évapore, elle boum tout de suite. Si un jour vous allez sur Mars, il fait à peu près moins 40, messieurs, mesdames, mais messieurs c'est plus facile, avec votre scaphandre, vous sortez, vous pissez. Ne faites jamais ça. Parce que l'urine qui va sortir à 37 degrés, dans le presque vide de Mars, elle va tout de suite se mettre à bouillir. La pression atmosphérique étant très faible, à 37 degrés, l'eau bout sur Mars. Alors elle tombe par terre, en bouillant. On espère que l'ébullition ne rentre pas dans votre vessie, parce que sinon ça va être un problème. Mais comme il fait moins 40 en moyenne, elle va très vite se refroidir et geler. Et vous aurez donc, sortant de votre zigounette, de l'eau qui gèlera et qui bourra à la fois. Je ne sais pas si c'est très bon pour la zigounette. Donc faites attention si vous allez sur Mars. Toujours dans le même secteur, toujours sur ces petites falaises de l'érosion éolienne, regardez ce qu'on voit les couches là. Elles sont... Elles sont festonnées. J'ai mis l'équivalent sur la Terre, comme ça, avec mon couteau qui donne l'échelle. Là, il y a la même chose, en moins beau, mais il y a la même chose. Est-ce qu'on connaît sur Terre? Oui. Et quelle est l'origine de ces strates festonnées, avec le même pendage, la même pente, à part et d'autre du feston? Eh bien, c'est quand vous avez des flaques d'eau, peu profondes, avec un clapot. C'est-à-dire, si on mettait un bouchon pour pêcher, le bouchon ne dériverait pas, c'est pas un courant, c'est des vagues à cause du vent, le bouchon monterait, descendrait, et ça fait des petites machins, plus ou moins symétriques. Ce qu'on voit ici, alors ça c'est l'actuel, ça fait 10 millions d'années sur Terre, et ça sur Mars, on a 3,5 milliards d'années. Ça veut dire qu'il y a une flaque d'eau qui clapotait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la taille, la distance entre deux crêtes est du même ordre de grandeur que la profondeur de la flaque d'eau. Alors ici, entre deux crêtes, vous avez à peu près 5 cm, ça veut dire que c'était vraiment une flaque d'eau peu profonde. C'était peut-être 3, peut-être 10, hein, mais c'était pas 50 mètres. On avait ici une flaque d'eau peu profonde. Et si on met bout à bout tout ce qu'on a vu là, et bien on a des strates, et en particulier, on voit qu'il y a des mares et des flaques temporaires de quelques centimètres de profondeur. Et il y a des endroits où l'eau coulait. Et il y a partout ces myrtilles qui montrent qu'il y avait une nappe phréatique qui montait, qui descendait suivant les époques. C'était sec, ça descendait, c'était humide, ça remontait. Et il cristallisait toutes ces petites boules, plus d'autres structures. Et alors, constitue bien le paysage. Hein. C'est très bon pour la vie, la naissance de la vie, ça, hein, une restriction près, le pH acide. Et ça, c'est pas bon. Alors, on continue, on ressort de notre cratère. On arrive à notre cratère plutôt cible. Alors là, 800 mètres de diamètre, quasiment 80 mètres de profondeur, dont 30 mètres de falaise. Notre robot rentre dedans, descend, ressort, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est pas 60 cm de machin qui est déposé, c'est pas 7 mètres, c'est au moins 30 mètres. Donc il a duré longtemps, cette espèce de lac temporaire qui s'asséchait, qui coulait, qui clapotait. C'est pas un épisode bref. Il a fallu déposer 30 mètres de sédiments. Donc ces conditions ont duré un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Alors on ressort. On
a quand même déjà fait un certain nombre de kilomètres, on est là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Tu as le même problème. Mais la seule solution, c'est d'aller dans cet énorme cratère. Le problème, c'est qu'il est à 20 km. Hein? Le cratère fait lui-même 20 km de diamètre. Et bien on y va. Et on l'atteint en août 2011. Je vous rappelle qu'on est posé en janvier 2004 et qu'il était garanti 3 mois. Alors voilà le trajet qu'il a fait, il va très bien. Hein, il est arrivé au bord de ce cratère. Il est arrivé au bord en août 2011. Il a fait tout un tour comme ça pour étudier cette montagne qu'on appelle le Cap York. Il y a passé un hiver et maintenant il est là, où il passe également l'hiver, en janvier-février 2014. Là, il était en décembre, à mai 2012. Il a mis 2 ans pour faire tout ça. Alors voilà, il arrive au bord du cratère. Paysage extraordinaire, le cratère fait 20 km. Alors entre-temps, il n'a pas fait beaucoup de géologie, il fonçait, modérément quand même. Mais il arrive au bord du cratère. Alors je vous dis tout de suite, en ce moment, il est là. Hein. Il a fait tout un tour comme ça, là, pour monter. Alors là, on a recommencé à faire de la géologie. Et de la belle. Quand vous voyez ça, tout de suite, regardez en bas à droite, là. Qu'est-ce que vous voyez? Là. Des petits filons blancs. Votre œil de géologue averti l'a tout de suite vu. Et bien ça, c'est des filons. C'est de l'eau qui contient des substances dissoutes, blanches en l'occurrence, et que ces substances dissoutes se sont déposées sur la fracture. Là, je manque l'équivalent terrestre. Vous avez des roches avec des fractures dans lesquelles se sont déposées des substances blanches. Alors là, il se dépêche un peu parce que l'hiver va arriver, alors il n'a pas fait d'analyse ici. Mais entre-temps, il regarde ce caillou. Je rappelle où on est sur le bord du cratère, par là. Et les cailloux ne sont pas du tout les strates habituelles, regardez. C'est des brèches, on dirait des galets anguleux posés les uns sur les autres. Est-ce qu'on connaît sur Terre des galets anguleux posés les uns sur les autres au bord des cratères de météorites? Ben oui, bien sûr. Là, je suis au bord d'un cratère en Afrique du Sud. Regardez. Exactement la même chose, sauf que là, c'est en Afrique du Sud et là, c'est sur Mars. Si je m'approche sur Mars, non, je m'approche comme ça. Je vois ces blocs anguleux les uns sur les autres. On peut faire vraiment la comparaison. Hein. Et je vais regarder en hyper détail le petit carré que j'ai retrouvé en rouge ici. Vous voyez les blocs, et vous revoyez des machins blancs, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui a circulé entre les galets de la brèche. Et qui a déposé ces substances blanches. Est-ce que ça existe sur Terre? Eh bien oui. C'est important d'avoir passé un certain nombre de vacances dans un certain nombre d'endroits, comme ça, à chaque fois que vous voyez quelque chose sur Mars, cherchez dans vos diapositives et vous trouvez. Alors là, il se dépêche parce qu'il faut qu'il passe l'hiver, et pour passer l'hiver, on est à l'hémisphère sud, donc il trouve une pente bien exposée au nord, pour que ces panneaux solaires soient bien exposés au nord. Alors là, il passe, mais là, il voit un gros filon, qu'ils ont appelé Homestead, donc appelé H. Il est suffisamment large pour qu'on puisse l'analyser. Alors que l'autre était étroit. C'est de ça qu'il devait chercher. Il dit, on ne va pas analyser ces filons étroits, on va essayer d'en trouver un large. Ça serait bien si vous arrêtiez vos portables. Ça s'appelle la politesse. Sauf si votre fille est prête à accoucher, vous attendez un heureux événement. Là, par ça, regardez le filon épais, et là, c'est tous les appareils qu'il va faire. Et regarde d'autres, voilà, le filon de très près. Alors, il fait 2 cm de large, mais comme il dépasse de la roche, parce qu'il est plus dur, on peut plaquer l'analyseur dessus, il n'analysera que le filon. Alors si on regarde de très très près, vous voyez ce filon. Et là, votre œil de géologue averti a forcément vu qu'il y a une structuration comme ça. Je vous aide. Vous voyez? Quand on la montre, on la voit après. Et ça, c'est caractéristique d'un certain type de filon. Sur Terre, il n'y a pas 36 minéraux qui font ça. Et les plus fréquents, c'est notre vieille connaissance, le gypse. Et voici un filon de gypse sur Terre, ça c'est la lame de mon couteau, qui montre ces fibres perpendiculaires au bord du filon. Et voilà dans quel contexte, c'est dans le désert égyptien, on trouve ces filons blancs, comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que les analyses ont été publiées 2 mois plus tard. Alors, on ne peut pas dire que ce soit du gypse, parce qu'on n'analyse pas minéralogiquement, mais ça contient du calcium et du soufre dans les bonnes proportions. Le gypse, c'est CaSO4, H2O 2 fois, et le rapport CaS est dans les bonnes proportions massiques de CaSO4.
Donc ce filon doit bien être un filon de gypse. Là encore, c'est un minéral soluble dans l'eau, il y a de l'eau qui circulait, qui a déposé du gypse, comme dans le désert égyptien, ici. Alors on est arrivé par le col ici, on a fait tout un tour, on est là on va passer l'hiver. Un endroit qui s'appelle Greeley Island, le port de Greeley, au nord du Cap York. Et on a cette vue, le bord du cratère, c'est grandiose. Et puis, après quelques mois d'hivernage, on repart. Et on refait de la géologie. Et là, dans une zone où, depuis l'orbite, on voyait de l'argile. Et pas n'importe quelle argile, de la montmorillonite. Quel est l'intérêt de la montmorillonite? C'est que ça ne se fait pas en milieu acide. Il faut un milieu neutre. Donc, premier intérêt, s'il y a de la montmorillonite, c'est qu'il y avait de l'eau d'abord, et de l'eau non acide. Donc peut-être qu'à cette époque-là, il a pu se faire de la chimie prébiotique. Deuxième intérêt, la montmorillonite, tout le monde, en particulier les vieux, la connaissent d'un autre terme, la terre de Sommières. C'est un détachant, parce que c'est une structure moléculaire qui absorbe bien les molécules organiques, le gras en particulier, mais pas que. Donc s'il y a de la montmorillonite, et s'il y a eu des molécules organiques, alors elles seront peut-être conservées. Opportunity n'est pas capable de voir s'il y a eu des molécules organiques ou pas. Mais il a trouvé de la montmorillonite, il est allé dans l'endroit où on a envoyé de l'espace, il en a trouvé. Curiosity pourra en trouver s'il atteint sa cible. Donc voici le genre de paysage. Vous avez une formation bizarre, une formation Matigévic. C'est là-dedans qu'il y a probablement la montmorillonite, il y a plein de géologie. Il a fait des analyses sur un rocher qui s'appelle Espérance. Et quand on analyse, alors il fait que de la chimie, Espérance. Mais là, vous avez un diagramme chimique, là c'est la teneur en calcium, sodium, potassium. Quand il y en a beaucoup, on est là. Quand il n'y en a pas beaucoup, on est de l'autre côté. La fer et magnésium, et la aluminium. La montmorillonite est là, dans ce diagramme-là. Les roches martiennes moyennes sont là. Et quand on s'approche du rocher Espérance, on n'est pas à la montmorillonite pure, mais presque. Enfin, chimiquement, ça ressemble à la montmorillonite, comme c'est pas possible. Donc là, on dit, eh bien, la vue peut-être un peu nette sur Mars, parce qu'à un moment, on est plus vieux qu'au début de la conf. Avant l'eau acide, l'eau n'était pas acide. Et la vie, enfin la chimie prébiotique a pu éventuellement s'y développer. Donc on arrive au col, on est déjà à la fin, on a fait tout un tour comme ça. Là. Et puis on va monter sur ce qu'il appelle la Murray Ridge, la montagne. Alors regardez, il va arriver comme ça, il va monter, il est à peu près par là. Il va sans doute pas trop aller voir là où c'est raide, mais enfin bon. Alors là on arrive au pied de la montagne, et on voit des roches avec des strates. Alors ici, les strates sont bien régulières. Bon, les strates régulières, il y a 36 000 façons de faire des strates régulières. Alors par contre, là, elles sont absolument dans tous les sens. Et là, j'avoue que cet affleurement me plonge dans un abîme de perplexité. Et pour l'instant, la NASA n'a pas fait de publication qui propose des hypothèses. Donc, c'est probablement des éjectats du cratère, mais là, ces couches absolument dans tous les sens me laissent très perplexe. Et puis on monte. On monte. C'est beau, hein, on monte. On va analyser ces roches-là. Et ces roches-là, c'est vraiment des brèches, on a déjà vu, on est sur le bord du cratère, et on a tous les débris des roches qui sont tombées. Donc ça, c'est intéressant parce que le cratère, qui fait 20 km de diamètre, il doit faire 2 ou 3 km de profondeur. Maintenant, il est rempli par du sable. Mais toutes ces roches viennent, en fait, c'est d'une coupe naturelle, mélangée, de 2 à 3 km de profondeur. Alors, on ne sait pas dans quel ordre c'était, mais on a un échantillonnage complet, 2 à 3 km d'épaisseur de coupe martienne. Alors, pour l'instant, la NASA ne publie pas grand-chose, mais voilà, c'est une brèche. Pour l'instant, ils trouvent des basaltes et des argiles. Il y a que des basaltes et il y a de l'eau qui a passé là-dedans, de l'eau non acide, qui a altéré tout ça. Ils montent. Et voici la dernière photo, début février, c'est toujours la même chose. Donc j'ai fini pour Opportunity. Pour répondre à la question l'eau liquide, on le savait déjà, mais on l'a confirmé. Disons vers 3,5 milliards d'années, elle était trop acide pour que naisse la vie, d'après ce qu'on en sait. Par contre, si la vie existait déjà, elle a très bien pu s'y développer. Et avant 3,5 milliards d'années, c'était moins acide et la vie a pu y naître. Voire s'y développer, oui. Comment vous pouvez dire que l'eau était moins acide? Alors ça, c'est des relations stratigraphiques. Il faut regarder ces couches calcaires, comment elles sont situées par rapport aux brèches. Et elles sont dessus.
Or, là où il y a l'argile, là où on a fait la première analyse, c'était sous les brèches. Donc là, c'est vraiment le principe de géologie de base. Pareil, les profs de SVT, principe de superposition. Y a-t-il d'autres questions? Pour finir Opportunity, avant qu'on passe à Curiosity, qui est quand même le clou de la chose. Pas de questions? Je suis obligé d'aller vite, hein, parce que, en général, quand on dit 1h30, on déborde. Mais là, il paraît qu'on ne peut pas déborder, parce que, voilà, on déborde pas. Donc, vous savez qu'il y a une mission qui est partie, qui s'est posée sur Mars en 2012. Alors, c'est vraiment un robot de compétition. Vous vous rappelez, les vieux, le robot Sojourner, 10 kg, il y a longtemps. Opportunity, c'est celui-là, 185 kg. Curiosity, 900 kg. C'est vraiment plein d'appareils en plus, il marche pas au panneau solaire, il marche à l'énergie nucléaire, etc., etc. Donc là, le petit martien, regarde normalement qui revient. Ça, c'est le bébé, ça, c'est l'atome. Alors, le but de la mission, donc pareil, c'est essayer de reconstituer les paléo-environnements entre 3,5 et 3,8 milliards d'années pour savoir si les conditions étaient propices ou non à la chimie prébiotique et propices ou non à une vie si elle était née quand il y avait de la chimie prébiotique. Alors ils ont choisi ce cratère-là, qu'on appelle le cratère Gale, parce qu'il y a une montagne au milieu qui n'est pas le piton central, c'est une montagne d'origine bien bizarre, et la base de cette montagne, vue de l'espace, est premièrement pleine de momorionite, donc pH qui permet la chimie prébiotique et qui permet éventuellement de la conserver, et puis des strates à vous couper le souffle. Donc il va se poser là. Ça c'est l'ellipse de confiance. Le but, là, c'est là qu'il faut qu'il aille. Mais on ne se pose jamais trop près du but. Le but, c'était une montagne, parce qu'on se pose sur un terrain plat, alors ils ont décalé. Machin, il s'est posé quelque part dans l'ellipse, c'était prévu, il s'est posé, il a parfaitement rempli son contrat. Gros problème, c'est qu'entre la cible et là où il y a ce cordon noir et c'est des dunes. Et des dunes, eh ben, c'est un peu mauvais parce qu'on a peur de s'enliser. Donc on va aller pas directement au pied de la montagne, on va faire tout un tour pour trouver un petit passage entre les dunes qui est par là. Et c'est pour ça que malgré qu'il y a quasiment 1 an 3 quarts qui s'est posé, il n'a pas encore atteint sa cible qui est par là, parce qu'il fait le tour du cordon dune. Alors ça c'est un panorama 360 degrés. Si vous allez dans un planétarium, vous verriez tout ça autour de vous. Ici et là c'est la même chose. Hein. Et vous avez un panorama complet. Et notre cible, c'est la base du mont Sharp qui est ici. Alors cette montagne est très belle, on va aller la zoomer. Alors elle fait 5000 mètres de haut, c'est comme si vous êtes au pied du Mont Blanc, vous venez du Mont Blanc. Il y a 20 km de droite à gauche. Ce petit trait noir fait 1 km. Et c'est par là qu'on va. La prochaine photo, ça va être zoomé là où j'ai mis le trait rouge. Zoomé par là, c'est la cible. Zoomons. Zoomons encore. Regardez-moi ça, c'est là qu'il va. Regardez cet empilement de couches. C'est là qu'il faut aller. Voir des couches de quoi. Et il y en a très épais. S'il arrive à monter, ils espèrent pouvoir le faire monter 2000 mètres. Vous aurez 2000 mètres d'histoire de géologie martienne. C'est mieux que le canyon du Colorado qui fait que 1600 mètres. Alors, on a choisi cet endroit-là. Vous avez donc 2000 mètres de rocher, puis encore 3000 au-dessus. C'est parce que les spectres, vus depuis l'espace, montrent qu'en bas, il y a des oliviers, il y a des argiles, dont des smectites, c'est un autre nom de la momorionite. Donc le milieu devait être neutre. Puis en haut, il n'y a plus de momorionite. Donc le milieu probablement était plus acide. Donc on a la transition entre le milieu neutre où la chimie probiotique a pu se faire. Là, la chimie probiotique, a priori, n'a pas pu se faire. Si la vie est née, elle a pu continuer. Et au-dessus, il y a une limite. Et là, il n'y a quasiment pas de signature spectrale. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Alors cette limite entre le bas qui passe de neutre à acide et le haut où on ne voit rien, il y a en plus une limite de géométrie. Regardez les couches du bas et les couches du haut. Dans l'image du bas, j'ai bien souligné les couches du haut, un bandage est plus fort que les couches du bas. C'est une limite géologique majeure. Donc en fait, il y a 3 types de terrains. Ceux du bas, qui sont déposés en milieu neutre. Ceux du milieu, qui sont déposés en milieu acide. Et ceux du haut, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de signature spectrale. Donc s'il arrive à monter jusque par là, ça sera l'extase. Va-t-il y arriver? Alors je ne peux pas vous répondre, parce qu'il n'y est pas encore. Alors toujours est-il qu'à 15 jours après son atterrissage, il a bricolé tous ses appareils, il a vérifié que tout allait bien.
il part, il explore les environs. Alors la NASA publie plein d'images, grosso modo tous les jours, vous avez des images prises la veille sur le site de la NASA, c'est extraordinaire. Alors j'en ai choisi quelques-unes. Il y en a que c'est la NASA fait deux sortes d'images, les images, les brutes. Toutes les images prises la veille sont publiées, et puis une fois par semaine ou tous les X jours, elle en choisit quelques-unes qu'elle publie avec des commentaires. Alors les images brutes, il n'y a aucun commentaire, c'est une brute de décoffrage. Alors, par exemple, là je ne sais pas si c'est une image brute de décoffrage avec commentaire, mais là, c'est une image avec commentaire. Ils avoué des couches, on est sur des couches, et si on s'approche de ces couches, on va zoomer, ces couches, on zoome encore, c'est fait de galets ronds. C'est le géologue terrestre appelle ça un poudingue, conglomérat avec des poudingues, des galets ronds. On peut comparer Mars et la Terre, c'est la même chose. Alors là, la presse, qui a l'habitude de dire n'importe quoi, je ne sais pas si il y a des journalistes dans la salle, a dit c'est extraordinaire, il y a la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars. Je vous rappelle que l'eau sur Mars a été découvert en 1666, conjointement par Cassini et Huygens. Il s'est posé là. La cible, c'est là, il s'est posé là. Regardez, il y a une rivière qui arrive là, asséchée maintenant, évidemment. Et en fait, il y a tout un delta, un cône de déjection de rivière. Ben, figurez-vous que sur un cône de déjection de torrent, il y a des galets. Même en Bourgogne, il n'y a pas trop de torrents, vous savez ça. Au pied d'un torrent, il y a des galets. Donc, il faut être journaliste pour s'étonner. La NASA est un peu complice. Parce que comme elle veut des sous, elle dit regardez, il y a la preuve. Elle part du principe que les gens qui votent les budgets, les journalistes n'y connaissent absolument rien. Car ils n'y connaissent rien. Elle fait croire qu'on a fait une grande découverte, il y a des galets sur un cône torrentiel. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on va aller là. Alors on part. Alors là, on voit des pierres qui ne sont pas comme les autres. A priori, c'est qu'il y a des cratères de météorites assez récents, par exemple celui-là qui s'est fait là. Et paf, ou ailleurs, celui-là peut-être. Et c'est des cailloux qui sont là et qui sont retombés. Et il a analysé un de ces cailloux. C'est celui-là. Alors là, je ne détecte pas toutes les techniques d'analyse. J'ai un PowerPoint de 25 diapos, s'il me reste du temps à la fin pour vous les détailler. Et le résultat, c'est que c'est une roche volcanique, chimiquement. On connaissait plein de roches volcaniques, en particulier grâce à Spirit, qui s'était posé, je dirais par erreur, dans des roches volcaniques. Mais celles-là sont différentes des autres. Et je ne sais pas s'il y a des vrais géologues dans la salle. Est-ce qu'il y a des vrais géologues dans la salle? N'ayez pas peur, hein. Il y en a un. Et bien, c'est des téphromugiarites. C'est-à-dire c'est des roches de la série volcanique alcaline différenciées. C'est la première fois qu'on voit ça sur Mars. Donc si on était intéressé par le volcanisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça serait intéressant. Alors, il s'est posé là, la cible c'est là, il faut franchir ce cordon de dune. Et pour franchir ce cordon de dune, ben, il y a un passage par là, qu'ils appellent entry point, le point d'entrée. Donc on se dirige vers ce point d'entrée. Sur l'échelle, de là à là, il y a 4 km quand même. Ça fait 8. Et au lieu d'aller directement, il fait un petit détour par là. Parce qu'il s'est dit, bon, ça fait un petit détour, en pourcentage c'est négligeable, et on risque de voir des choses intéressantes. Alors il est parti, là, il s'est posé, il est parti le 16 août, et il est passé de 30 septembre au 8 juillet dans ce coin-là. Et c'est depuis le 8 juillet 2013 qu'il est parti, qu'il a fait tout ça. Et il est là. Alors voici, la première année de Curiosity s'est posée le 6 août. Il est resté 15 jours sur place, enfin 15 sols. Un sol, c'est un jour en martien. Et un sol, ça dure 24 heures et 27 minutes, à peu près 24 heures. Puis il a mis 38 jours pour aller là. Là, il est resté 274 jours. Il a bien travaillé. Puis il est parti, et au bout d'un an, le 6 août 2013, il avait fait son année, c'est son premier anniversaire. En 28 jours, vous voyez, là, il est allé moyennement vite, là, très vite, parce qu'il a fait beaucoup plus de distance en beaucoup moins de temps, et là, par contre, il a traîné, parce qu'il a travaillé. Et la cible est quelque part par là. Alors, j'ai sélectionné, dans l'endroit où il a traîné, 5 points particuliers, 1, 2, 3, 4, 5, pour voir le genre de géologie qu'il a fait. Alors, le point 1, alors c'est des images que j'ai glanées moi tout seul, comme ça, je n'ai jamais vu la NASA n'en rien dire. Alors, je connais des gens qui travaillent là-bas, mais ils ont signé un contrat de confidentialité et ils sont terribles, ils ne disent rien.
Je leur dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, peut-être, bof. On dirait un politicien à qui on pose la question, comment allez-vous résoudre le problème du chômage? En général, il dit, on va résoudre le problème du chômage en créant des emplois, mais comment allez-vous créer des emplois? Résolvons le problème du chômage, c'est tout marrant. Enfin, vous connaissez les politiques. C'est à peu près pareil. Là, ils ne disent rien. Alors que pour Opportunity, c'était très... Ils disaient beaucoup. Là, il y a vraiment un blackout. Ils ont signé, ils ont accepté, et ils obéissent à ce qu'ils ont signé, ce qui est tout à leur honneur. Alors la seule solution, c'est que vous en invitiez un jour, ici, vous m'invitez en même temps, et puis on soude le problème. Là, peut-être qu'on aura les informations. Si vous le soulevez plus ni mon rachet, il n'existera pas. Hein. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, dans le genre de paysage, vous avez déjà... Moi, quand j'ai vu ça, ça me fait furieusement penser à ce qu'on appelle la cryoplastie. Alors, qu'est-ce que c'est que la cryoplastie? Voici un galet, toujours. Un galet dans un champ de torrent, comme là où on est, et ce galet est éclaté. Alors, celui-là, il n'est pas beaucoup éclaté, on reconnaît encore la forme du galet. Ça, c'est en Islande. Alors, regardez, celui-là, il est complètement éclaté. C'était un galet, mais il a complètement éclaté. Normal, regardez, on est juste à côté d'un glacier. Ça, c'est le gel qui fait ça. Alors, soit il y a des fissures, il y a de l'eau qui gèle, soit il y a des fissures, il n'y a pas d'eau qui rentre dedans, mais dans l'atmosphère de Mars, il y a de la vapeur d'eau. En moins 40, c'est de la vapeur d'eau, mais la nuit, moins 80, ça gèle. Enfin, ça se condense. La vapeur d'eau devient cristaux de glace, et les cristaux de glace se développent dans les fissures, ils poussent. Et en poussant, ils peuvent faire éclater la roche. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Voici là, l'équivalent terrestre, voici la roche martienne. C'est probablement un gros galet qui a explosé à cause du froid. Et de la vapeur d'eau qui s'est condensée dans les fractures. C'est une interprétation purement personnelle. Mais on voit que ça ressemble. Point 2. Alors là, regardez-moi ces belles couilles. Là encore, l'orgasme géologique. Alors on va regarder des détails par là. Et regardez, bon, les couches. Regardez là, les couches sont comme ça, puis là, elles sont en biais. Hein? Vous connaissez maintenant, ça veut dire que de l'eau a coulé, vous connaissez même le sens, voici l'équivalent terrestre. J'ai changé l'équivalent terrestre. Là, ça a coulé dans ce sens-là, là, ça a coulé dans ce sens-là. C'est sur Terre, évidemment. Les courants changent, par exemple, parce que c'était des marées différentes. Là, sur Mars, c'est toujours dans le même sens. De l'eau a coulé. On le savait déjà, de l'eau avait coulé sur Mars. Mais ça confirme. Point 3. Alors là, il y a deux types de roches. Une roche très dure, qui résiste bien à l'érosion, donc elle est en saillie. Une roche plus tendre, qui résiste moins à l'érosion éolienne, donc elle est en creux, avec des filons blancs. Tiens, on a déjà vu des filons blancs, rappelez-vous. C'était la mission d'à côté qui est à 5000 km. Alors si on regarde la couche dure, c'est un grès grossier avec des éléments arrondis. C'est du sable transporté par un torrent. Et quand on analyse le sable, ça montre que c'est du sable, des éléments basaltiques. Vous prenez du sable consolidé dans un torrent réunionnais ou d'Hawaï, c'est exactement la même chose. Et on regarde dessous, vous avez ces filons blancs. Si vous regardez en détail celui-là, alors c'est le même grossissement, mais là j'ai souligné, on retrouve cette structure, comme ça, qui est relativement caractéristique, entre autres, des filons de gypse. Kencam, l'instrument français qui tire au laser, a analysé ça, et c'est du gypse. Là, enfin il trouve exactement bien tout ce qu'il faut. Et voici, ça c'est une photo entière, c'est mon titre de gloire. C'est une photo de la NASA, où il y a mon couteau. Parce que quand ils ont vu ça, ils ont vu que c'était du gypse, ils ont cherché sur le web des gens qui avaient mis des photos de filons de gypse fibreux, et ils sont tombés sur celle que je vous ai montrée il y a un quart d'heure, et ils m'ont demandé l'autorisation de m'emprunter. J'ai dit oui, bien sûr, grand seigneur. Et donc il y a mon couteau sur le site de la NASA. Donc, on retrouve ce que vous savez déjà, il y a des fractures avec de l'eau contenant du sulfate de calcium qui a circulé là-dedans. Ils n'ont pas vu de charosite, donc pas de traces de migacide. Regardez-moi ce beau paysage. Et on va regarder, ça c'est le point 4. Là j'ai mis un G, c'est le point G. Non, c'est pas parce que je suis vicieux que j'appelle ça le point G, c'est parce que la formation s'appelle Gillespie. Et ça va être notre repère. Regardez donc la photo suivante, prise de là, et en regardant dans cette direction. Donc regardez bien le point G, qui est là, et on regarde par là. Et c'est là que le robot va s'installer pour faire ses deux premiers forages. Parce qu'il a une petite foreuse. Alors, une foreuse, c'est une espèce de perceuse à percussion avec une mèche. Je vous montre la mèche, qui
fait 1,5 cm de diamètre et 6 cm de profondeur. Donc il fait des trous. Et donc voilà, là il a fait 2 trous. Un petit pour essayer, ça marchait. Il faisait même pas 1 cm de profondeur, puis un gros 10 cm. Et il en a fait un deuxième, juste par là. Les trous qu'il a fait, le premier c'est là, le deuxième c'est là. Voilà le premier, puisqu'il a fait un petit essai à côté. Voici un gros plan sur ce premier. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il y a évidemment toute la poussière qui sort du trou. Il prend cette poussière et il l'analyse avec des méthodes beaucoup plus raffinées que Opportunity, et en particulier des méthodes qui peuvent trouver des molécules organiques, des molécules carbonées, s'il y en a. Il peut faire des spectro X, c'est-à-dire qu'il fait de la diffraction X, et il peut reconnaître tous les minéraux, pas que ceux qui contiennent du fer. Et dans ce bout, il reconnaît de l'olivine, du pyroxène, c'est du basalte, ça on le savait déjà, avec la chimie, mais il reconnaît également des smectites, nos fameuses montmorillonites, il pourrait l'appeler terre de sommière. Même là où on ne le voyait pas spectralement, il y en a à peu près 20%. Alors au pied de la montagne où on le voit spectralement, c'est peut-être des couches de montmorillonite pures, allez savoir. Donc c'est vraiment du sable volcanique altéré par de l'eau, et de l'eau neutre. Alors voilà, la montmorillonite, c'est la structure montmorillonite. Ce qui est bien, c'est qu'il faut que ça soit neutre pour le faire, pas acide. Et dans la structure cristalline, vous avez des interlits dans lesquels peut se piéger de la matière organique s'il y en a. C'est le nirvana qu'ils aimeraient bien trouver. Alors, ils ont essayé SAM, c'est un appareil extraordinairement complexe. Il chauffe entre 0 et 800 degrés. Au fur et à mesure qu'on chauffe la roche en poudre, il y a des volatiles, des gaz qui s'échappent, de l'eau, du soufre, tout ce que vous voulez. C'est séparé par un chromatographe en phase gazeuse, et ensuite c'est analysé par un spectre de masse. Tout ça embarqué dans l'espace. Alors voilà, il trouve donc de l'eau, du CO2, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'hydrogène, traces de matière organique, des traces de chlorométhane, sous forme de chlorométhane, Alors ça c'est mauvais. Parce que d'abord, il y en a tellement peu qu'on n'arrive pas à savoir si c'est un reste de détachant sonde qui n'est pas complètement détruit et qui n'est pas complètement détruit. Et deuxièmement, on sait de viking qu'il y a du perchlorate au sol qui est dans le violent. Et quand on chauffe du perchlorate à côté de matière organique, et ben le perchlorate est décomposé. Et ça va faire éventuellement des chlorométhanes. Mais s'il y a de la matière organique, la technique d'analyse employée risque de la détruire. On ne peut pas changer maintenant. Les analyses, j'ai mis un conditionnel du chlorométhane serait réduit. Choses oxydées. Sinon, il sortirait des. Mais j'ai mis un soupçon. Là, on est aux limites expérimentales. Là, on est aux limites expérimentales. Si je résume. Ces roches. Combien de fois ont été déposées dans l'eau courante? Combien de fois ont été déposées dans l'eau courante? Elles sont dans de l'eau peu salée. Elles se sont déposées dans de l'eau peu salée. Avec un pH neutre en beaucoup de sel. Consistance neutre, environnement oxydé et micro, environnement oxydé et réduit. Tout à fait. Cet environnement serait tout à fait viable aujourd'hui par la majorité des bactéries. Nos bactéries, notre intestin serait très bien sur Mars. Alors que l'ancien environnement d'opportunité l'aurait été fait pour des bactéries bien particulières. Là, c'est vraiment de la bactérie normale. Le pH neutre est également une fonction très favorable pour les chimies biotiques. Par exemple, pour polymériser les anciens environnements viables, potentiellement riches de chimie prébiotique, ont-ils été milieu de chimie biotique, ont-ils été mutés? Et bien, pour l'instant, on ne peut pas dire. Voici une carte probable de l'ancien lac. Alimenté par la réaction dont on a roulé dans le fond du lac. Asséché. Bon, ça je passe, parce que je n'ai pas le temps. Point 5. Point 5, là également c'est pour que je fantasme. Donc c'est le point qui s'appelle Point Lake. Alors là vous voyez toujours hexagonal partout. C'est pas de la dessiccation. En plein midi, en plein été, il fait moins 20. En plein hiver, il fait moins 120. Ça se dilate, certainement ça. Ce pavage hexagonal, c'est pas de la dessiccation. Alors on va regarder cette petite falaise-là.
coquilles d'œufs de dinosaures. Des œufs de dinosaures. Évidemment, c'est pas des dinosaures. Bon, évidemment, c'est des structures avec l'intérieur qui est beaucoup plus tendre que l'extérieur. Je connais ça. Alors, toujours pareil, est-ce que je connais ça? Alors quand la photo est arrivée, j'étais chez moi. Alors quand la photo est arrivée, j'étais chez moi. Les photos arrivent entre 8 et 10 heures du soir, en général. J'ai vu ça de Californie. J'ai fait 3 mètres pour aller dans mon armoire à cailloux. J'ai fait 3 mètres pour aller dans mon armoire à cailloux. C'est la même chose. Ça ressemble. Ça ressemble. Voilà le gros plan de ça, avouez. Voilà le gros plan de ça, avouez. Alors, est-ce que c'est la même chose? Alors, est-ce que c'est la même chose? Je sais que la NASA, c'est de la chimie. Je sais que la NASA, on voit avec les photos qui ont déposé leur appareil. On voit avec les photos qui ont déposé leur appareil. Si c'est la même chose, ça serait de l'oxyde de fer. Si c'est la même chose, ça serait de l'oxyde de fer. Comment ça serait déposer ces machins? Comment ça se mais moi, j'en sais rien. Mais moi, bon, ça peut être une convergence. Mais bon, ça peut être une convergence morphologique comme ça. Juillet 2013. Juillet 2013. Curiosity va sortir de cet endroit. Curiosity va sortir de cet endroit qu'on appelle Yellowknife Bay, où il a passé quasiment tout ça. Il a fait ses forages et de l'analyse. Là, regardez ce beau panorama. Là, c'est regardez ce beau panorama. Et ça, on n'oubliera ce qu'il y a là. Et ça, on oubliera le tour du cordon de dune, en faisant le tour du cordon de dune. Noir. Alors voilà, il est resté donc du 30 septembre au 8 juillet. Il est resté donc 30 septembre au 8 juillet. Et maintenant, il faut qu'il aille là. Et maintenant, il faut qu'il aille là. Et le 4 février, il est là. Le 4 février, depuis, il était là. On a fait quelques mètres depuis. Et on a vu 5 points d'intérêt. On a vu 5 points d'intérêt. Là, j'en ai sélectionné, jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Le premier point, c'est parce que je trouve que c'est joli. Le premier point, c'est parce que je trouve que c'est joli. Carte postale du 24. Carte postale du 24 juillet 2013. Alors, le deuxième point, c'est extraordinaire. Alors, deuxième point, c'est extraordinaire. Vous avez, regarde, c'est la nuit, évidemment. Vous avez avec sa caméra, c'est la nuit, évidemment. Avec sa caméra qui zoome au maximum. Voilà, très près l'un de l'autre, Phobos et Deimos. Et non seulement il les voit très près l'un de l'autre, et non seulement il les voit très près l'un de l'autre, mais regardez, une occultation. Les astronomes amateurs apprécieront. Phobos passe devant Deimos. C'est la vitesse naturelle. Phobos passe devant Deimos. C'est la vitesse naturelle. C'est-à-dire que c'est petit et proche. C'est-à-dire que c'est petit et proche. 1600 chevrons. Voilà, on commence. Vous n'avez jamais vu une occultation de Deimos par Phobos. Vous n'avez jamais vu une occultation de Deimos. Vous ne regardez pas souvent les sites de la NASA. Vous ne regardez pas souvent les sites de la NASA. C'est dessus, forcément. Alors non seulement c'est dessus, mais là c'était le film animé. Et on peut regarder, alors je sais bien faire un petit montage pendant toutes les photos. C'est 41 secondes, 20 secondes, 34 secondes, 40 secondes, voilà. L'occultation commence et l'occultation commence. L'occultation proprement dite dure moins de 15 secondes. L'occultation proprement dite dure moins de 15 secondes. Déjà les éclipses, on en a 2-3 minutes, on est déjà les éclipses, on en a 2-3 minutes, on est content, mais là 15 secondes. Ça c'était le point, je ne sais pas combien. Alors le point 8, un autre spectacle astronomique. Là, c'est une éclipse annulaire du Soleil par Phobos. Ils n'ont pas fait de film. Vous avez le Soleil, Phobos qui rentre, qui passe devant, qui passe, et qui ressort. Là, on était le 20 août 2013. Entre 7h12 minutes et 11 secondes, et 7h12 minutes, c'est 43 secondes. Donc, évidemment, il n'a pas pris ses photos par hasard. Hein. Il avait fait ses calculs, il savait que... C'est quand même extraordinaire de voir ça, non? Alors pendant ce temps-là, évidemment la presse, je ne sais pas de quoi il parlait, la presse, des amours de Hollande et de... À l'époque, c'était le point 9, premier site d'intérêt géologique, ils ont appelé Darwin, c'est ces roches par là. N'oublie pas qu'on va par là, c'est là-bas, mais on n'avance pas à loin. Alors regardez, le sol il est vraiment caillouteux, il y a des roches comme ça. Et notre robot fait 900 kg. Et il fonce à 150 mètres par jour. Il dit évidemment qu'on ne peut pas freiner le temps de communication. Il y a une caméra, quand il prend des photos, qu'il envoie en direct, il ne peut pas toujours envoyer en direct. Il ne peut pas communiquer avec la Terre. Il communique avec un satellite en orbite. Le satellite en orbite, il fait passer. Il passe, mettons, 2 fois par jour. Donc, il met toutes ces images en mémoire. Quand le satellite passe, pouf, il décharge, et puis on reçoit.
Il dit donc on ne peut pas, déjà tout ça, ça met 2, 3, 4 heures de retard. Le temps de communication Mars-Terre, ça fait mettons 10 minutes. Vous voyez, vous les freinez. Ah non, on ne peut pas freiner, de toute façon. Non, là je pense qu'il peut recevoir de la Terre. Il ne peut pas émettre, mais il peut recevoir. Donc vous freinez 10 minutes, évidemment, que s'il y avait un gros rocher devant, vous avez pris le gros rocher. Donc quand il avance plus ou moins. On est près de Tours, hein, c'est une 6-6. Les bobos à Lyon sont les 4-4. À Dijon, je pense aussi. Là, c'est une 6-6. Pas mal. Alors, voici le genre de photo là. Il retrouve des filons très résistants à l'érosion éolienne. Donc, ces filons sont en saillie. Vous avez ça. Alors, toujours pareil, c'est un conglomérat. Alors là, ils ont mis les Américains avec une échelle. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Évidemment, c'est une pièce américaine. 17, je crois. Et vous voyez la taille donc, des blocs, c'est du sable grossier consolidé. Pareil, du sable gros dans le même endroit, hein, 2 jours plus tard. Et là, c'est un gros plan sur ce filon qui résiste à l'érosion, la roche haute. La roche haute, c'est ça. Et là, c'est un filon. Je sais qu'ils ont fait des analyses, parce que j'ai vu leur appareil dessus. Je sais que quelqu'un a tiré dessus. Ils n'ont rien dit. Il faut absolument que vous invitiez mes copains qui travaillent là-bas et que vous les souliez au Dialogue Corton Charlemagne. Ah ben, vous cotisez, vous aurez des nouvelles en avant-première, ça vaut le coup, non? Alors, fin septembre 2013, on repart de Darwin, toujours pour franchir le cordon Bleu qui est par là. Le but, c'est de rentrer dans cette vallée de Guinée par là, qui permettrait, si tout va bien, de monter jusque-là. N'oubliez pas que le but, c'est de faire tout ça dans cette vallée qui est là. Le point 10, Copperstone, la mine du cuivre, rien de bien nouveau. On retrouve toujours pareil, des roches dures, des pseudo-fentes, des fentes hexagonales qui sont probablement de la rétraction thermique, des strates fines. Enfin, c'est toujours pareil. Ça fait 4 km qu'on roule sur du toujours pareil. C'est chiant. Ben, tout simplement parce qu'on est au fond de notre ancien lac. Point 10. Il s'est arrêté longtemps, entre le 10 et le 20 décembre, c'était prévu. Parce qu'ils ont mis une implantation de pleine mise à jour. C'est une mise à jour informatique. Là, c'est pareil, de temps en temps, il faut mettre des mises à jour pour tenir compte de ça. Et il a profité de cet arrêt pour regarder ses roues. Il avait déjà des soupçons. Mais comme il était arrêté, avec son bras manipulateur, il a regardé ses roues. Et là, ça n'a pas été bon comme nouvelle. Regardez l'état des roues. Elles sont complètement cabossées et trouées. Ben, quand vous avez un machin de 900 kg qui roule comme un fou sur des cailloux pointus, même les pneus Michelin, ça aurait risqué d'exploser. Hein. Alors, en quoi sont faites ces roues? Tout est en acier, sauf l'entre-rayure et tous les sacs-là, qui sont d'aluminium. C'est moins lourd, mais c'est plus tendre. Et ils s'attendaient bien à ce que ça soit cabossé, mais trouvé comme ça, ils ne s'y attendaient pas. Et alors là, il y a un copain, je ne vous dirai pas le nom, mais j'ai pas besoin de le saouler, il m'a dit, quand ils ont fait toutes leurs expériences comme ça, dans le désert américain, ils roulaient de jour, de nuit, mais là, en moyenne, la température est moins 40. Ils n'avaient pas pensé que l'aluminium en moins 40 serait aussi cassant. Là, c'est une grossière. Ils avaient pensé, mais pas à ce point. C'est une grossière erreur. Et je me suis fait laisser dire que le responsable des roues a été vidé. En Amérique, c'est comme ça. Bon, faites une connerie, c'est vidé. Ça ne bougera pas les troupes. Alors, à l'avenir, ils ont dit, ben, on essaiera d'éviter les terrains trop caillouteux, parce que si on veut qu'ils prennent sa photo, qu'ils transmettent tout, et qu'on dise tu vas de là à là, sur ce qu'on voit devant, mettons 15 mètres, qu'on attend, là on va mettre 3 ans pour atteindre la cible. Il faut quand même qu'il y ait. Donc on va lui faire choisir des terrains moins caillouteux, tels qu'on les voit de l'espace. Sachant que l'espace, la résolution est bonne, mais pas. Alors regardez, c'est normal, il est caillouteux. J'ai pris tout. Il a une caméra, qu'ils appellent caméra microscopique, c'est pour faire des gros plans des roches. Quand il roule, elle est pliée dessous. Le zoom est rentré au maximum. Donc il prend un grand champ et à l'envers. Et je me suis amusé à regarder toutes, et c'est complètement dépassé parce que c'est pas fait court, mais il prend de temps en temps des photos. Et je me suis amusé à regarder toutes les photos qu'il a prises, c'était un peu long, et j'ai trouvé celle-là, j'ai trouvé assez extraordinaire. Comment voulez-vous que 900 kg, alors divisé par 6 parce qu'il a 6 roues, mais enfin quand même, c'est normal qu'il ait crevé.
quand ils s'en sont aperçus de la chose, regardez, ça c'est des jours où il s'est arrêté, hein, où ils ont fait le ménage. Bon, les rectangles, c'est tous les 2-3 jours, les anges sont bien espacés. C'est là qu'ils ont vu que la situation était grave. Ouais. Décision d'avancer avec prudence. Regardez, les deux anges sont beaucoup plus rapprochés. Il va beaucoup moins vite. Et puis là, regardez, il tourne. Parce que, bon, normalement, on va continuer, mais il tourne. Parce que vu de là-haut, on s'est dit que par là, c'était caillouteux, mais en passant quelque part par là, ça serait moins caillouteux. Donc, ils ont changé de direction, et ils vont par là, et en allant beaucoup moins vite. Combien de temps parce que la vie du robot est liée là, au générateur. Oh non, le générateur, il est dans... il fait 120 watts de puissance électrique, et dans 16 ans, il a encore 100 watts de puissance électrique. Donc c'est pas le problème n'est pas le générateur. Alors, bonne nouvelle quand même, regardez ces trous. C'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure, qui a été prise le 18 décembre 2013. Ça, du 3 février 2014, regardez sur la même orientation de la roue, regardez le trou que là, quoi. Il n'a pas grandi quasiment. C'est pas vu avec le même éclairage, le même angle d'éclairage, mais il n'a pas grandi. Là, il y a un trou, là, il y a un trou. Et en regardant de loin, la bosse est là. Alors, peut-être que là, c'est plus, mais là, on voit qu'il y a quelque chose, et comme l'éclairage n'est pas pareil, là, ça brille bien. A priori, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, la situation ne semble pas s'être aggravée. Là, je détaille plus parce qu'on arrive à la phase de ce qui se passe en ce moment. Alors, le 16 janvier, il y a moins d'un mois, toujours pareil, on est passé à côté de ces conglomérats, on roule doucement. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on va regarder un détail de ça. Alors, voilà, vous avez donc un caillou rond, qui montre un conglomérat, et là, vous avez un caillou. Regardez, il y a un ou deux géologues dans la salle qui ont levé la main tout à l'heure. Un gabbro, avec des lattes de plagioclase, on le reconnaît à l'œil nu, avec en situation entre cristaux du pyroxène vert. C'est la meilleure image traitée, retraitée, surtraitée du gabbro martien. Je me suis amusé à chercher un gabbro terrestre, exactement à la même échelle. Un gabbro, c'est comme un basalte, mais le cristallisé en surface, ça cristallisé en profondeur. C'est-à-dire que nos galets qui sont dans le fond du lac, ça vient des torrents qui dévalaient du bord du cratère. Et bien quelque part dans le bord du cratère, chimiquement, il y a beaucoup de basalte. On n'avait jamais vu de minéraux visibles à l'œil nu. Et là, on le voit, ils font à peu près 1,5 cm de long, les gros minéraux. Il y a de temps en temps des roches grenues, des gabbros. Quand même, pour un géologue, ça fait plaisir de voir des minéraux à l'œil nu. On avait dit des gypses à l'œil nu, ça veut dire les fibres dans les filons, mais là, c'est vraiment des plagioclases et des pyroxènes. Là, c'est une photo de presse de la NASA. La NASA confirme qu'Emcam a tiré, c'est des plagioclases et c'est des pyroxènes. Mais on n'a pas besoin de Chemcam pour le voir. Alors là, c'est pour vous montrer une photo du 26 janvier 2014. Regardez, il fait des contours, il avance là où c'est le moins caillouteux. Il y a vraiment une technique de conduite différente, mais qui va ralentir forcément, parce que quand il est là, il dit vous avancez 30 mètres par là, puis vous tournez, c'est long. Mais, vous voyez, il évite les gros cailloux. Et la piste la plus soft pour aller du Mont Sharp, eh bien, il faut passer par cette vallée. On arrive par là. Il faut passer par cette vallée qui s'appelle le portail du Dingo Gap. C'est le point 13, le dernier point que je vais développer, comme ça on aura le temps de poser plein de questions. Alors cette vallée, Dingo Gap, le problème, c'est qu'elle est barrée par une dune. On passe par là pour éviter les dunes, n'oubliez pas. Et une belle dune, qui fait 1,50 m à 2 mètres de haut, 20 mètres de long, là, on va voir bien. Ça suffit très largement pour vous en liser, ça, une dune de 2 mètres de haut. Alors NASA va prudemment essayer de la franchir. Alors là, quel jour on est? On est au sol... je sais pas. 528. Comment? 528. C'est marqué quelque part, c'est marqué. Oui, oui. On est le 28 janvier, oui, il n'y a pas très longtemps. J'ai marqué là. On s'approche, 30 janvier, on est au pied. Alors il a son bas, là. On y va? On n'y va pas. Alors on tâte. On tâte. Puis on décide d'y aller. Hop, là on est au sommet. C'est bon? Et puis on passe. Alors il y a plein de caméras. Il y a ce qu'ils appellent les caméras d'évitement. Pour que s'il arrive sur un rocher trop gros,
il s'arrête tout seul. Avant qu'ils voyaient des rochers comme ça, ils ne s'arrêtaient pas. Ils passaient dessus. Maintenant, peut-être ils ont programmé, peut-être qu'ils s'arrêtent. Et avec cette caméra d'évitement, alors là, les photos sont bizarres parce que c'est une caméra fisheye. Alors c'est tout tordu. Là, avec, je ne suis pas un spécialiste de Photoshop, mais j'ai essayé de redresser ça pour que l'horizon soit comme ça. Ça, c'est ce qu'il va. Il va passer, regardez, il y a la route devant là, juste sur la crête de la dune. Il va passer. Ça, c'était pris à 20, donc le 6 février à 20h02, temps universel. Là, c'est 20h41, et c'est la caméra arrière. Il a passé. Et la géologie recommence. Là, il vient de sortir de la Lune, il est là-bas, et il revoit ces filons en saillie, qu'on a déjà vu, que la NASA ne veut pas nous dire ce que c'est, donc je ne le sais toujours pas. Mais ces filons de roches plus dures, plus résistants à l'érosion éolienne qui font ça. Là, on est, je n'ai pas dit quand, on est le 6 février. Alors là, on est le 10 février, c'est-à-dire hier. C'est les dates de prise de vue, les images, hein, sont arrivées à 10h du soir. Ça, c'est la dune qui est là. Il a passé, il est redescendu, et il roule là-dessus. Vous voyez, c'est pas trop caillouteux. Et c'est une photo qu'il a prise par sa caméra d'évitement arrière. Et ça va être une de mes dernières photos, toujours pareil, hein, le même jour, à la même heure. Hier, à 0h35, c'était bizarre, parce qu'hier, à 0h35, moi je les ai pris à 10-11h du soir. Et on était le 10 hier, on est le 11 aujourd'hui. Alors ça, c'est le machin qui est marqué sur le truc. Et le 10 février à 0h35. Oui, nous, on était le 10 février à 23h, c'est bon. Et donc, là, c'est le devant. Il va partir par là. Son but est là. Et vous voyez que par là, effectivement, c'est beaucoup moins caillouteux qu'avant. Donc, il a des chances, peut-être, d'arriver intact jusqu'à son but. Mais il va mettre le temps parce qu'il va moins vite qu'avant. En vert, c'est ce qu'il a fait. Alors, j'ai tiré à peu près au pif. J'ai peut-être allé un peu plus loin. Et en rouge, c'est ce qu'il reste à faire. Avant d'atteindre le but. Je pense que j'aurais dû aller un peu plus loin. Je n'ai pas changé mon dessin depuis 2-3 mois. Disons que ça doit arriver. Il a à peu près fait moite-moite, là. Il est à peu près là. Donc, il lui reste 4500 à 6000 mètres à faire, plus prudemment qu'avant. Sur ce, là, il s'est arrêté quasiment 9 mois. Puis là, ça ne va pas faire. Donc, j'ai mis affaire à suivre. Il faudra m'inviter l'année prochaine. Donc, le temps la partie va finir, si vous voulez poser des questions. Pour conclure, je vous dirais que le but principal de Curiosity, déterminer si les conditions anciennes ont pu permettre, oui, voire ont permis, j'en sais rien, le développement d'une chimie prébiotique, et pourquoi pas d'une vie ancienne, et très simple. Pour l'instant, rien de formellement concluant sur cette chimie du carbone, je vous dis pourquoi, mais tous les espoirs sont permis. Alors, pour finir en souriant, j'espère que s'il y a cette vie qui s'est développée, elle n'existe plus, si elle existe, elle n'est pas trop évoluée. Parce que dans cette caricature, vous voyez que les martiens, ils sont là, ils sont bien, ils se déguisent en cailloux. Et ils regardent passer le robot en se camouflant, en disant notre camouflage caillou semble avoir complètement mystifié l'envahisseur, il faut dire qu'il n'a pas l'air. Voilà donc ce que pensent les martiens de nous. Merci de votre attention, et peut-être une autre fois pour la suite des aventures de Curiosity.